Konrad Tinel est plasticien, dessinateur, sculpteur, acteur aussi, depuis peu acteur de sa propre vie. Et quelle vie? Konrad Tinel, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai, quelle vie? Est-ce que parfois, Konrad, vous ne vous dites pas j'ai rêvé tout ça au fond, ça n'est pas ma vie, c'est un mauvais rêve, ça n'est pas la réalité? Un mauvais rêve, oui, on peut appeler ça un mauvais rêve, mais de toute façon, c'est une réalité. Ouais. Finalement, dans ce livre, j'ai raconté un passage de ma vie qui est quand même poignant, une guerre. Il y a beaucoup de guerres, mais ma petite guerre que j'ai vécue, j'ai eu besoin de la raconter. Parfois, j'en parlais avec des amis, et puis Joseph de Pauw me disait, tu devrais écrire ton histoire. Et je dis, je ne peux pas écrire. Je ne sais que dessiner. Alors il dit, mais si tu le dessinais, et j'ai commencé à dessiner. Et voilà. Est-ce qu'il faut toute une vie pour se remettre de ça? Se remettre, c'est un grand mot. On porte ça toute sa vie. On reste le porter, de toute façon. Des moments poignants comme ça, aussi, vu les conséquences politiques de tout ça, on reste porter ça toute sa vie. Ouais. On va parler, pour que les gens comprennent de ce qui s'est exactement passé au début de votre vie. Vous avez dessiné, vous parlez d'un livre, mais ce sont des dessins. Ça s'appelle un seau à merde. Le mot allemand, c'est quoi? Scheißeimer. Oui, répétez-le. Seau à merde. Scheißeimer. Ouais. Seau à merde, ça veut dire. C'est un seau de toilette. Ouais. C'est cru, comme mot. Oui, c'est parce que... oui, j'ai vécu toute une période en Allemagne où on fuyait d'un côté à l'autre, les Russes, les Américains, et pour les bombardements. Et à un moment, je trouve dans la forêt un seau de toilette. Et je savais que maman et petite sœur, pour aller à la toilette, c'est pas aussi facile que les hommes quand on est quelque part en forêt ou dans une chambre ou n'importe où. Et mon père trouvait ça une très bonne idée. Et ce seau a fait tout le voyage avec nous. Et je l'ai un peu employé comme leitmotiv de mon histoire. Et puis symboliquement, c'est fort. Symboliquement, c'est fort. On va en parler. Parce que c'était un seau de merde. Vous êtes né en 1934, Konrad, oui. à Gand. À Gand. Dans la ville de Gand, oui. Dans la ville de Gand, oui. Alors vos parents sont plutôt artistes, vos parents sont musiciens. Oui, mon père était sculpteur, mais il travaillait surtout pour les églises. Il était très croyant, il faisait beaucoup de Christ et tout ça. Et ma mère était douée pour le piano, elle chantait. Oui. Peter Franz Tinel. Peter Franz Tinel, oui. Le nom de votre papa, Margaretha Ebo. C'est ça, ma mère, oui. Alors votre papa, pendant la guerre 14-18, lui est un soldat. Il va se battre, il va aller dans ce qu'on appelle les boyaux là-bas. Le boyau de la mort, il a survécu le boyau de la mort, c'était rare. Et il a aussi fait l'attaque sur la minoterie, une attaque qui a été héroïque et dont il est sorti vivant aussi. Il a été fort décoré, tout ça. Il a été cité à l'ordre du jour de l'armée pour sa bravoure et son héroïsme. C'est marqué dans son livret militaire. Et vous rigolez, mais ce qui s'est passé après, c'est devenu tragique parce qu'il s'en est sorti, mais il est revenu complètement dégoûté de cette guerre et puis l'esprit complètement changé. C'est drôle, oui, parce qu'il était de famille de petits bourgeois, de la campagne, des musiciens, des instituteurs et tout ça. Mais il est revenu de la guerre très anti-belge, très flamingant, et aussi il croyait très fort dans le nouvel ordre. Ce nouvel ordre... L'ordre nouveau, comme on dit. Oui, l'ordre nouveau, oui, c'est ça. De Joris van Zeveren, un politicien qui était d'extrême droite, qui était aussi anti-juif. Et là, mon père vraiment a cru, c'était la façon de sauver l'Europe, le national-socialisme. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans cette guerre 14-18? C'est là qu'il a trouvé le ferment de cette pensée? Je pense des contacts avec des super flamingants et aussi... D'après ce qu'on disait à cette époque-là, les soldats flamands étaient commandés en français. Et ça, il n'a pas supporté ça, probablement. Bien que les soldats flamands comprenaient les ordres. Mais enfin, ça aurait été normal qu'ils avaient été commandés en flamand. Mais oui, ça l'a rendu très en colère contre la Belgique. Il faisait partie de ceux qui rêvaient d'une grande Néerlande. C'est ça. La Grande Néerlande de Joris van Zeveren. Le Verdinazo, c'était
L'extrême droite Oui, un mouvement d'extrême droite. Ils marchaient à Gand dans des uniformes noirs, des chemises vertes avec des bâtons, armés de bâtons. Ils étaient vraiment extrême droite. Ouais. Et donc votre père participait Oui, à ces marches. oui. Ouais. Et Joris van Zeveren, le fondateur de ce mouvement, est un ami à la maison chez nous. Ouais. Oui, oui. Alors, vous n'étiez pas encore né plus ou moins dans ces années-là. Vous avez Non. 6 ans quand la Deuxième Guerre mondiale, En cette 40, fois, oui. éclate. Oui, oui. Vous vous souvenez des tout débuts de la guerre? Je me rappelle que mon père était très heureux que les Allemands allaient venir parce qu'il croyait qu'eux, ils allaient tout arranger. Ouais. Oui, il croyait profondément là-dedans, Ouais. dans sa naïveté, parce que mon père était un brave type très honnête, un exemple d'honnêteté, mais oui, il s'est perdu dans ses idées. Oui. Il était séduit par le discours nazi, en fait. Ah, probablement, oui, 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 oui. Qu'est-ce qui le séduisait particulièrement là-dedans? Oh, Parce qu'avec le recul... Je n'en sais rien parce que j'étais un gosse. Ouais. Et puis je n'ai jamais discuté de ça avec mon père, je n'aimais pas discuter de ça. Parce qu'il avait toujours raison, il ne voulait pas accepter qu'on pense autrement. Oui. Ouais. Parce qu'il a entraîné votre maman, Ah, oui, Hein et mes vos frères frères, aussi. vos 2 frères. Oui, il a incité mes frères à faire part l'un d'aller chez la Waffen-SS et l'autre chez la SD, Sicherheitsdienst, une police quoi. Ouais. Oui. Il va se retrouver gardien à Brendonck. Oui, oui, mais il avait 15-16 ans, hein, c'est incroyable, oui. Oui. Attendez, donc 15-16 ans, on est gardien à Brendonck, c'est ça? C'est Oui. un job? Écoutez, mon frère aîné était parti à la SS, volontaire. Parti où? Sur le front russe, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'avait pas 17 ans quand il est parti. Alors l'autre petit frère, 15 mois plus jeune, veut aussi jouer au petit soldat. Je l'aurais peut-être fait aussi parce que j'étais beaucoup plus jeune. Il voulait aussi être soldat. Et il trouve un service, le ZIPO-SD. ZIPO veut dire Sicherheitspolizei, police de sécurité. Et c'était des types qui faisaient des jobs de garde. Il n'a pas fait plus que ça, que monter la garde. Il n'a jamais fait rien de mal à personne parce que c'est un brave type comme on fait. Mais tout ça, c'est de la grande naïveté finalement. C'est triste à dire, hein. Je ne trouve pas ça bien. Non, mais ça, on a bien compris. Mais c'était des grands naïfs. Et puis des gosses, 15, 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce qu'on ne fait pas croire à des gosses? Qu'est-ce que j'aurais fait moi? C'est ça mon grand problème. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? En fait, ce qui vous a, entre guillemets, sauvé, on va parler après de la suite, mais c'est que vous étiez beaucoup plus jeune. Ah vous. oui, c'est ça. Donc vous étiez à la maison. Comment ça se passait à la maison? Vous alliez par exemple au cinéma à Gand, voir des films de propagande avec papa? Oui. Vous vous souvenez de ça? Très beau. Oui, les soldats qui marchaient, qui chantaient. Bon, oui, aussi des films culturels hein, sur des fermiers avec des belles pipes et des belles femmes avec des petits corsages et des beaux enfants blonds et tout ça. Oui. Et on bavait devant ça. Hein. C'était l'exemple pour mon père. Mon père, il trouvait ça très, très beau. Vous dites votre père, votre mère, vos frères, est-ce que dans le village, dans les environs, est-ce que beaucoup Dans la ville, hein. Dans la ville, oui, Oui. Gand, oui. Est-ce que beaucoup de gens allaient dans ce sens-là ou est-ce que vous étiez un peu isolé? Emprisonné, pas. Moi. Isolé. Ah, isolé. Oui. Oui. Dans la rue, chez nous, je pense qu'on était assez isolés, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Et je me rappelle aussi de quelqu'un qui m'a raconté après qu'un ami de mon père lui avait dit « Si tu fais ça ou ça, je ne te regarderai plus ». Vous voyez, tout le monde n'était pas d'accord avec mon père, mais il y en avait quand même encore dans la famille qui allaient dans le même sens. Mais il y en avait aussi qui allaient dans l'autre sens. Ouais. Mais pas actifs, pas actifs. N'osez pas le dire, vous voulez dire. Probablement, Ouais. probablement. Il y a beaucoup de silence à ce moment-là, dans cette période. Oh oui. Moi aussi, longtemps, je n'ai pas plus voulu penser à tout ça, ni avoir avec tout ça. Oui. Il y a aussi les affiches, notamment anti-juives, etc., qu'on colle dans la ville. Vous vous souvenez de ça Ah oui, à la maison, mes frères collaient des affiches à la fenêtre, entre autres Juden raus, juifs dehors. Oui, c'est... Ouais. Ça, vous avez encore ça en mémoire? J'ai dessiné ça dans mon Scheizheimer. Ouais. Oui. Ouais. Ce livre qui exorcise tout ça. On va en parler. Oui.
La guerre va avancer, va se terminer tout doucement, en tout cas en 1944, il y a le débarquement des Alliés en Normandie. Et là, il faut s'enfuir. C'est la fuite Oui. alors à ce moment-là. On Qu'est-ce a qui se conseillé passe? à mes parents de se retirer un petit temps en Allemagne parce qu'on allait bien vite rejeter les Alliés dans la mer. Et mon père croyait tout ça, alors on est parti en Allemagne. Comment ça se passe alors? Parce qu'on parle rarement de cette fuite-là, hein, la Oui, fuite eh des ben, collabos. je vais vous le dire. Une nuit, on est parti, mais un frère avait quitté le SD, parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait là. Mais il est devenu chef de la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, Où ça? en Allemagne. Ouais. Il s'occupait des jeunes en Allemagne. Enfin, il était lui-même jeune. Et l'autre était au front russe. Et une nuit, on est parti, papa, maman, moi et ma petite sœur. J'avais 10 ans, ma petite sœur 7 ans, 7-8 ans. Puis on a pris un train spécial vers l'Allemagne. Et C'était les Allemands qui affrétaient ce train? Comment oui, c'était organisé? c'est les Allemands qui arrangeaient ça, ou les pro-nazis, je ne sais pas. De toute Ouais. façon, c'était un train organisé pour des gens pareils. Ouais. Puis on a été à Fulda, on a vécu des bombardements et tout ça. Enfin, Là, vous avez traversé en fait une Allemagne en feu, quoi. ah oui, oui, non, pas au début, Ouais. pas au début. Au début, j'ai vécu même, enfin, je ne peux pas tout raconter Ouais. parce qu'on a vécu dans un village paisible dont j'ai des très beaux souvenirs, où il n'y avait pas de guerre. Des fermiers, des gens très gentils qui disaient encore Grüß Gott, salut Dieu, tandis que d'autres disaient Heil Hitler. Ouais, ouais. Et j'ai un très beau souvenir de ce village. Mais Et quand, après? quand la guerre était finie, il y a d'abord les Américains qui passaient dans le village, puis les Russes. Et puis on a fui les Russes, parce que mon père avait très peur qu'ils allaient nous emmener en Sibérie. Et Et là, voilà. vous avez commencé à avoir peur, vraiment? Vous avez senti ce que c'était que la peur, Oui, Conrad? la peur, pour un gosse, c'est ça la vie. C'est ça un gosse. Enfin, moi quand même, je ne me posais pas spécialement de questions. C'était la guerre. La guerre, la vie, c'est peut-être la guerre. On ne choisit pas, on ne sait pas. On subit. Et on voit tout ça, on voit des soldats, on voit des avions, on voit des blessés qui reviennent de Russie, on voit des camps où tu es enfermé dedans. Enfin, tu vis tout ça, mais un gosse ne se pose pas de questions, Ouais. c'est comique. Et vous suiviez les idées de vos parents parce que c'était vos Ah parents, bah parce oui, que vous papa a aviez 10 ans, raison, c'est hein. tout. Papa connaît tout, c'est tout. Papa a raison, quand on a 10-12 ans, on ne se pose pas de questions à ce propos-là. Ouais. Quel vertige après, alors, quand on se rend compte de Ah ce qui oui, s'est oui, passé. oui, oui, mais ça c'est assez dur à porter, je dois dire. Ouais. Ouais. C'était Oui, votre c'est la travail. seule chose que je peux reprocher à mon père, c'est qu'il était naïf, qu'il a cru en ça, qu'il a pensé que c'était la bonne chose pour l'Europe. Parce c'était un homme très honnête, profondément honnête, très, très croyant, oui, mais il pensait, c'est ça c'est bon. C'est très drôle à en parler, très difficile à en parler parce que je ne vois pas de solution. Je porte ça, quoi. Ouais. Vous avez vécu donc pendant 2 ans dans un En village Allemagne. Non, proche. pas pendant 9 mois dans un village. Pour le reste, on a été en Ah, fuite vous tout avez le temps. voyagé, c'est ça, Oui, du oui, côté de la oui. frontière tchèque, tout ça. On était près de la frontière tchèque, puis on a passé de la Thuringe en Bavière, et là on a vécu dans la zone américaine, dans la rue, quoi. On n'avait plus rien. Enfin, c'était Et pas quoi, comique. alors, c'était comment vous fuyiez les regards? Comment ça se passait si c'était la On zone dormait dans américaine? des voitures, en dessous des bancs, dans un parc, mais c'était l'hiver. Puis on a été, ma mère a un temps logé chez des gens dans leur chambre de couture. Ouais. Et puis moi et mon père et mon second frère qui nous avait rejoints après la guerre, on a vécu dans une petite cave, dans un couvent pendant 6 mois. J'ai dormi sur une table avec une couverture en dessous, une au-dessus. On se tapait le menton. C'était une vie de quoi? Une vie de gens cachés, de gens traqués? Oui, traqué, caché, oui. Gosse, on ne se rend pas très bien compte, mais je peux m'imaginer que pour mon père, c'était pas comique. Parce qu'à un moment, on est venu l'arrêter aussi. Hein, on l'a emprisonné. Ouais. Oui, parce qu'après, il va y avoir la période des procès. Oui. Votre père
a été condamné. Il a été condamné, mais il n'a pas été puni très fort parce qu'il était un héros de la guerre de 14. Ça l'a protégé. Ça l'a protégé en partie. Mais mes deux frères avaient la peine de mort, tous les deux. Mais ça a été diminué parce qu'on est rentré qu'en 1946. Tout était déjà un peu calmé. Donc expliquez-nous, Kounratinel, les procès se déroulent où et sont donnés par qui? C'était à Gand, hein, oui. C'est une cour militaire sans doute, je ne sais pas. Oui. Je ne sais, ça, je ne peux pas le dire, je ne le sais pas. Vous avez quoi, 12 ans à ce moment-là? Oui, j'avais 12 ans. Oui, 12-13 ans, oui. Alors, Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 12 ans quand on voit, quand on entend que ses deux frères, ses deux grands frères sont condamnés à mort, que son père est condamné? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais le doute s'installe, il y a quelque chose qui s'installe. Vous vous dites, mais... Non, mes frères souffraient. Finalement, ils avaient probablement raison, mais c'est les autres qui sont les méchants. Un gosse voit ça comme ça parce que c'est son frère et c'est son papa qu'on punit. C'est un peu comme ça, surtout à cet âge-là. Oui, c'est l'impression que j'ai. Oui. Votre père est resté un héros pour vous jusque quand? Ça diminue tout doucement. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic, Kounratinel? un déclic, il n'y a pas eu vraiment un déclic. Un peu à la fois, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que mon père raconte? Alors parfois j'essayais de dire ce que je pensais, mais on ne pouvait pas toucher à ça. Quelque part, il a été terriblement déçu de ce qui s'est passé et il ne voulait pas en démordre. Ouais. Il ne voulait pas croire que les Allemands avaient tué tant de Juifs. Il ne voulait pas le croire. Vous parlez d'une Juive à un moment donné, une professeure, mon professeur de piano, Betty Galinski, oui, elle me donnait des leçons de piano à la maison. C'est une amie de ma mère. À partir de mes 5 ans, et à 8 ans, elle a disparu. Et je n'ai jamais entendu mes parents dire, tiens, où est-ce qu'elle est restée? Mais après, j'ai appris qu'elle est morte à Auschwitz. Et mon père, quand il a appris ça, il a dit, si j'avais su, je l'aurais caché. Pour vous dire, c'est tellement difficile d'en parler de toutes ces choses. Hein. Ouais. Et il était sincère quand il disait ça, vous croyez? Oui, mon père était très sincère, oui. Oui, sincère à mort, oui. Oui, c'est comique à dire, oui. Alors, Kounratinel, vous, votre truc, c'est l'art plastique, je l'ai dit, hein, vous êtes artiste plasticien. Vous allez vous inscrire à la Cambre, ici à Bruxelles, pour faire de la sculpture, de la ferronnerie, du dessin. Pourquoi ce goût pour la matière? La ferronnerie, c'est pas rien. Ah oui, mais j'étais un peu... Pour vous défouler un peu, il fallait... Ben non, mais je suis d'une famille de musiciens assez célèbres même. Edgar Tinel, c'est mon grand-oncle, oui. Le papa de votre... Non, le frère de mon grand-père. Oui. Mon grand-père était musicien aussi, mes oncles étaient musiciens, tous des musiciens. Et j'étais très doué pour le piano. Et j'ai fait du piano jusqu'à 19 ans. Et puis tout le monde pensait que j'allais continuer, mais j'ai abandonné. C'était trop sage pour moi. Il fallait que je me batte avec de la matière. Et j'ai fait la sculpture. Pourquoi il fallait vous battre avec la matière? Pourquoi il fallait tourner le dos à quelque chose que vous proposez? Je suis assez physique, alors j'ai besoin de me faire mal, de plier du fer, de battre, de forger. Le piano, c'était vraiment trop... Oui. Vous étiez en colère dans ces années-là? Non, non. J'étais un gosse assez joyeux. Non. Parce que, allez, une fois que votre papa est mort en 1964, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Une fois que la guerre est terminée, vous êtes à Bruxelles, vous rentrez chez vos parents. Avec quel regard vous portez sur vos parents dans ces années-là, dans les années 50-60? J'essayais surtout d'oublier tout ça et de ne pas en parler, de ne plus rien avoir à voir avec cette guerre et tout ce bazar. Je n'ai jamais été très porté vers tout ce qui est politique. Aussi dans mon Scheißheimer, je raconte l'histoire d'un gosse. Ce n'est pas une histoire politique pour moi. C'est l'histoire d'un gosse qui vit ça. Parce que c'est tellement difficile de juger. Hein. J'ai très peur de juger. Parce que même quand je donnais cours, j'ai encore voulu refuser d'être juge. Mais je devais, parce que j'étais titulaire d'un cours. Mais juger... Pas juger, mais peut-être admettre les choses. Quand est-ce que vous vous êtes dit,
oui, je suis fils de collabo, ou quand est-ce que Ah vous oui, avez oui. osé le dire Ah ouvertement? oui, oui, ça, je n'ai jamais osé, je n'ai jamais eu peur de l'avouer. C'était comme ça, quoi. Mais je, n- finalement, beaucoup d'amis à moi n'ont jamais su que j'étais d'une famille de Noirs, comme on appelle ça en Flamand, Flandre. ouais. Euh, et après, ils l'ont appris parce que j'ai fait mon Alzheimer et tout ça. Ma pauvre Parce que Hélène. vous auriez pu continuer votre vie tranquillement sans jamais parler de ça, si tout allait bien. Pourquoi il a fallu écrire ce livre? Pourquoi il a fallu exorciser ça? Je que me vous en le avez demande besoin. aussi, par le fait que parfois je parlais à des amis de mes souvenirs de la guerre. Je racontais certaines choses. Alors on me disait, mais tu devrais l'écrire, Ouais. je vous ai dit. Et Ouais. puis j'ai dit, je ne sais pas écrire. Et un ami me dit, mais... Dessine-le, oui, alors. voilà, dessine-le. Et je me suis mis à dessiner. Et pour moi, c'est une expression artistique que j'ai fait là. Ouais. Naturellement, elle a à voir avec la politique de la dernière guerre, mais je ne veux pas faire de politique dans cette Non, non, histoire. j'ai Je bien veux compris, mais- juste raconter toute cette misère que ce gosse voit à cause de la Mais politique, il y a un bien sûr. besoin de le raconter parce que vous montez même sur les scènes de théâtre, au Tanner, Oui. au National, aussi au KVS. Oui. C'est une démarche, vous n'êtes pas acteur. Oui, oui, mais au début, on m'a demandé de faire ça. Au début, je ne voulais même pas le faire. Et j'avais même demandé à Dirk Rooftoft, un célèbre acteur de théâtre, et Jos de Pauw, Ouais. si eux ne pouvaient pas raconter ça Ouais. avec des dias projetés de mes dessins. Oui. Et je l'avais fait chez moi, dans une pièce de 40 personnes. J'ai raconté cette histoire chez moi avec les dias projetés. Et puis, j'ai demandé à Jos et à Dirk Roef, est-ce que vous ne pourriez pas raconter ça en théâtre? Parce que quelqu'un m'avait demandé ça. Et ils m'ont tous les deux dit, mais non, on ne sait pas faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça. La façon dont tu le racontes, il n'y a que toi qui peux le faire. Je dis, moi, du théâtre, je n'en connais rien. J'ai un accent gantois et tout ça. Chose de peau, un accent aussi. Et Ouais. finalement, finalement, vous êtes je l'ai monté. fait au théâtre à Anvers, het Paleis. Oui. Ouais. Oh, je l'ai fait 8 fois déjà là, je pense, ou 10 fois, je ne sais plus. Et ça vous a fait du bien? Ça vous... Au début, j'avais très peur de faire ça, Ouais. de raconter un peu, de pendre ma lessive dehors, comme on dit en flamand. Il y a votre famille, vous dites que les Tinel Voilà. sont Ouais. connus en Flandre. Ouais, Comment ouais. votre famille a réagi à tout ça? C'était pas un peu du La plupart déballage? ont bien réagi. Ouais. Oui, ça a fait mal à certaines personnes, mais la plupart ont très bien réagi. Oui. Ça m'a étonné, parce que j'avais peur de le faire, vraiment. D'une part, j'avais peur et ça me faisait mal, et d'autre part, ça me libérait de quelque chose. Mais c'est très comique, enfin comique, c'est pas comique, mais c'est assez signifiant parce que j'ai un ami juif qui a vécu la même histoire, mais de l'autre côté, et qui aussi s'est tu pendant des années. Vous parlez de Simon Gronowski. Oui, Simon Gronowski. C'est devenu votre ami? Oui, mon grand ami. Ça, c'est une sacrée rencontre. Un chic monsieur, oui. Oui, c'est une rencontre incroyable. Oui. Lui, le petit gosse juif qui a sauté du train de Auschwitz et que j'ai rencontré à l'UPJB quand j'ai raconté mon histoire de gosse de nazi, là. Et là, on est devenus deux amis incroyables. D'ailleurs, il a fait un livre sur notre amitié qui va sortir bientôt. Oui. On sent qu'avec toutes ces années, l'émotion est encore là. Hein. Oui. Oui, je dois parfois mordre sur mes dents quand je raconte mon histoire. Dernière question, Koenraad Tinel. Si votre père devait revenir, entre guillemets, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Maintenant, je pourrais mieux en parler. Je suis enfin devenu adulte. Je pourrais mieux en parler. Je n'ai jamais osé en parler à mon père parce que je savais que ça lui faisait de la peine. Mon père est mort avec beaucoup de peine dans son cœur. Et ça, c'est triste à y penser. Vous croyez qu'il avait des regrets? Il ne l'a jamais prononcé. Ça, j'aurais voulu le savoir. Parce que mon frère l'a prononcé. Ouais. Devant Simon Gronowski. Et ça, c'était très beau. Oui.
Et qu'est-ce que vous lui diriez à votre père? Oh, je ne sais pas très bien. Tu vis encore? Je ne sais pas très bien. J'essaierai de savoir comment il a pu se laisser prendre à tel point par le nazisme. Parce que c'est vrai, je le répète souvent, c'est un homme très honnête, un exemple d'honnêteté, travailleur, gentil avec ses enfants. Oui. Ouais. Merci beaucoup Konrad Tinel. Voilà. Merci.